Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai la grande chance de recevoir Thierry Bécourt qui représente le Sénat souverain de Savoie. Et vous qui avez été intéressé par ma vidéo, ma déclaration de souveraineté et qui vous posez plein de questions par rapport à ça et qui vous disait que c'était une démarche éventuellement qui était compliquée à faire ou que vous hésitiez à faire d'un point de vue individuel, eh bien, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que là, on va parler de la souveraineté de la Savoie et du comté de Nice. Et vous allez voir comment souveraineté individuelle et souveraineté du territoire se rejoignent. Et c'est pour ça que j'avais envie de poser plein de questions à Thierry. Bonjour Thierry, merci d'être là. Alors, je veux bien que tu te présentes pour que tout le monde te connaisse un peu, si ce n'est pas déjà fait. Bonjour Alice, ouais, bonjour à tout le monde. Donc, me présenter. Ouais, déjà, on parle, le terme de souveraineté, c'est presque ma présentation, parce qu'en fait, la souveraineté, on est en train d'en parler de plus en plus. C'est un mot qui a été un peu galvaudé dans la mesure où ça faisait un petit peu souverainiste, hein, et on aura l'occasion d'en parler après, évidemment, mais c'est un peu comme ça que j'aurais envie de me présenter, c'est être un individu à part entière, indépendant, autonome, et c'est ce qui a en fait un petit peu guidé ma vie depuis 60 ans maintenant. Et en fait, qui je suis, pour me présenter très rapidement, bon, j'ai commencé dans la vie professionnelle par être enseignant pendant 30 ans, mais dans le, centre de la, doc- dans le cadre de la documentation. Moi, j'étais documentaliste en collège-lycée. Et donc, j'ai géré, c'est là où c'était très intéressant, j'ai géré en fait un centre de documentation pendant plus de 30 ans et qui avait pour objectif, enfin, ce type de boulot est un boulot qui est tout à fait ouvert sur toutes les matières, donc qui est très éclectique, qui nous permet d'avoir une ouverture culturelle très importante. Et ce qui était très bien dans mes cordes, étant donné que depuis l'âge de 20 ans, j'ai été engagé dans le cadre des activités spirituelles. Donc, je me suis fait c'est pour ça que je parlais de souveraineté dès le départ, c'est que dès le départ, je me suis posé des questions tout jeune, à partir de 13 ans, donc ça a monté assez tôt, ma préadolescence, où je me demandais qui j'étais, pourquoi j'étais là, où on va, qu'est-ce que c'est que la vie, etc. Donc, dès le départ, j'ai essayé de trouver quelle était ma place au sein du collectif. Donc, c'est ce qu'un peu qui m'a conduit à travailler sur la souveraineté aujourd'hui. Et en fait, j'ai donc travaillé aussi au niveau culturel, donc qui était tout à fait en lien avec ma démarche d'ouverture dans tous les domaines. Et j'ai donc, entre autres, comment dire, défendu, protégé, enfin, promu plutôt, cette bannière de la paix qui en fait est constituée par un cercle et 3 points rouges, et qui est en fait, qui a donné naissance à un traité international de La Haye en 1954 et qui a pour but de protéger le patrimoine culturel international. Donc on est dans le cadre de la culture, d'ailleurs protégé par l'ONU, par la Croix-Rouge internationale, l'UNESCO, enfin, etc. Donc, en fait, je me suis toujours battu pour ça. Et puis, pour la liberté de conscience et les droits de l'homme. Donc, il se trouve que bon, j'avais mis sur pied une organisation qui existe toujours, un institut de formation en psychologie transpersonnelle, qui a été situé dans la liste des sectes, donc 17 ans après son existence, en 1996. Et à l'apparition du rapport sur les sectes en 1996, et qui m'a ouvert énormément de voies, parce que bon, être mis de façon tout à fait fondement particulier dans une liste qui était considérée comme une liste de groupes, de 171 groupes dangereux pour l'intégrité de la nation française. Je suis né à Lille à l'époque. J'étais pas en Savoie à l'époque, je veux dire, j'étais à Lille. Et en fait, ça fait quand même un peu bizarre après avoir comment dire, travaillé dans le cadre d'une école de psychologie et d'enseignement spirituel pendant 17 ans sans avoir eu ni un coup de téléphone de la police ou alors ne serait-ce qu'une plainte, etc. Bon, c'est vrai que se retrouver dans une liste comme ça paraît quand même un peu bizarre.
Et en fait, bon, j'ai compris aussi tout ça, derrière tout ça, l'injustice, parce que bon, je travaillais pas mal sur les vaccins, contre les vaccins. En l'occurrence, j'ai 5 enfants. Hein, je voulais dire que j'étais papa aussi, mais bon. J'ai 5 enfants et aucun de mes enfants n'est vacciné. Et mon dernier qui a 11 ans ne le sera jamais non plus. Donc en fait, j'ai été amené à lutter contre ces diktats et à défendre des médecines alternatives. Et c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé, que mon association qui avait pour but de travailler sur la psychologie transpersonnelle, cette association a été mise sur une liste des sectes, cette fameuse liste de 1996, et qui sans fondement, si ce n'est le fait de mettre en cause le système. Donc voilà, ça m'a fait travailler beaucoup ma souveraineté. Et je peux répondre à une question si je vois que tu as envie pour finir de me présenter, mais je peux continuer ensuite. Je vois que tu as envie de me poser une question. Écoute, oui, ben, dans la foulée, tu vas nous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là, justement, à pouvoir parler d'indépendance de la Savoie, d'indépendance du comté de Nice. Heu, Visiblement, moi, en fait, ce que je voudrais dire avant que tu répondes à la question, c'est que pour préparer cette rencontre avec toi, je suis allée, sur votre site du Sénat souverain de Savoie, Mhm. donc on dira 3S, hein, parce que ça va plus vite. Ah, Donc je suis allée mhm. sur votre site du 3S et pour visionner les vidéos qu'il y avait à disposition. J'ai vu plein de vidéos super intéressantes et ça m'a vraiment permis de comprendre la situation. Alors je voudrais dire que je suis, savoyarde d'origine, je suis née en Haute-Savoie et je ne savais absolument pas tout ça, hein. Moi, quand j'étais, gamine ou jeune adulte, on va dire, à l'époque où je travaillais en Savoie encore, j'entendais parler, de mouvements indépendantistes, mais pour moi, c'était des farfelus, et ça n'avait pas de base, légale, on va dire. Alors que là, ce que je voudrais, c'est que tu nous expliques, bah, justement comment on en est arrivé à pouvoir parler, d'indépendance de la Savoie et du comté de Nice et pourquoi c'est légal, quoi. Ouais, ouais, juste avant de tenter une réponse, parce que c'est un sujet très vaste, pourquoi est-ce que j'ai expliqué le fait que je défendais donc la bannière de la paix et que je représentais plutôt la bannière de la paix dans ce protocole de la haie, plus une école de psychologie transpersonnelle. Donc on est dans le côté plus bien que revient, évidemment. C'est que bon, le fait d'avoir été confronté à cette histoire de secte en France, qui est encore un immense simulacre, qui a mascarade aussi, hein, qui a en fait, tout compte fait, été un outil pour attaquer les minorités de conscience en France et particulièrement, surtout d'ailleurs, les minorités alternatives, de médecine alternative, enfin, alternative tout court, mais de médecine particulièrement. Donc, ce qui m'a conduit en fait à être à créer en fait la coordination européenne pour la liberté de conscience, qu'on appelait le CAPLC, et qui est une organisation non gouvernementale à l'ONU depuis plusieurs années, ECOSOC. Hein, donc on a une légitimité internationale, mais ça n'a pas été facile. C'est-à-dire qu'il y a eu 20 ans de travail derrière où on a dû être confronté, c'est ce qui m'amène à la Savoie aujourd'hui, paradoxalement. On a été confronté donc aux instances internationales. Donc, je me suis retrouvé à l'OSCE à Varsovie, au Sénat en France pour défendre, bon, tout ça c'est sur Internet, à l'ONU, puis à dans différentes instances, ce qui m'a permis en fait d'avoir une vision internationale et de défense à la fois territoriale, individuelle et internationale. Ces activités en fait m'ont fait connaître dans le domaine de la protection des droits de l'homme et de la paix dans le monde. Donc ces deux axes en fait m'ont conduit en fait à ce que je fais maintenant. C'est pour ça que j'étais un petit peu obligé d'expliquer ça. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je suis né à Lille, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est important parce que là, je te parle, Alice, avec toi, tu considères que tu as une chance extraordinaire d'être né en Savoie. Et moi, j'ai connu la Savoie en 1977. J'avais 17 ans. Je suis arrivé pour la première fois dans ce pays. Bon, j'adorais la montagne, j'étais jamais allé en 77. Et puis, arrivé en Savoie pour la première fois, j'ai jamais pu quitter la Savoie. Et j'ai toujours rêvé de dire un jour, il faut que je vienne habiter en Savoie. Voilà. Donc, il se trouve que après, j'avais ma vie professionnelle dans le Nord, tout ça, mes enfants, tout ça, c'est compliqué. Donc, en tant que prof, j'allais tout le temps en Savoie et je connaissais bien la Savoie, particulièrement autour du bassin lémanique. Et puis jusqu'au moment où je me suis dit, bon, ça va, j'ai quitté mon boulot de prof il y a 10 ans volontairement pour me mettre à mon compte. Et je me suis dit, j'ai plus d'obligation maintenant, donc je peux aller vivre en Savoie. Donc, ça fait 11 ans que je vis en Savoie.
Et pour mon plus grand bonheur, où à chaque fois, je me dis: «Oh, quelle chance je me suis donné». Pour moi, j'avais la Savoie et je l'ai toujours dans l'âme. Ça, on le sait. Et en arrivant il y a 10 ans ici, il y a 11 ans ici, enfin, pour y habiter cette fois, j'ai été confronté à ces mouvements de libération de la Savoie. Et donc, j'ai pris ma carte, j'ai été adhérent de telle ou telle association que je ne citerai pas forcément maintenant, mais bon, elles sont sur notre site, donc c'est facile. Et je suis donc allé, j'ai été confronté à leur façon de faire. C'était des façons de faire, en fait, moi qui avais une vision internationale de par mes ONG. Là, je voyais des gens qui ne comprenaient pas, en tout cas qui ne le vivaient, on parlait souvent avec des mots, mais qui ne le vivaient pas sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils continuaient à agir un petit peu comme des autonomistes et des gens qui se basaient sur des associations ou des collectifs, qui se mettaient avec la loi française contre la France. Par exemple, faire un parti politique. Alors, je ne critique pas les actions, d'accord. Les actions sont toutes louables et c'est très bien. Et d'ailleurs, elles ont servi. Ils ont fait un sacré défrichage qui nous ont permis aussi de voir ce qui marchait de ce qui ne marchait pas. C'est-à-dire que, par exemple, faire un parti politique en Savoie, je n'ai pas cité le nom, hein, donc pour dire voilà, je vais me présenter avec la dynamique française aux législatives ou en politique quelconque dans la dynamique française, c'est une aberration. Si on veut libérer la Savoie, c'est-à-dire si Et on veut alors, rendre la Savoie autonome. mais alors justement, Thierry, je t'interromps, mais est-ce que tu peux nous parler du traité de Turin pour que les gens comprennent justement quel arrière-plan historique il y a derrière tout ça? Quelle légitimité les Savoyards et les Niçois ont de réclamer leur indépendance? Peux-tu nous Oui, tout parler à de ça, fait. s'il te plaît? Tout à fait. En fait, j'ai fréquenté ces mouvements, je me suis dit, mais ça ne marchera jamais. Et j'ai laissé tomber parce que tout compte fait, et en plus, chaque mouvement voulait être calife à la place du calife. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela, c'est moi le chef, c'est moi qui commence. Enfin, c'est toujours le truc habituel, classique. Et il manquait derrière tout ça d'une dynamique spirituelle que j'avais eu la chance de me donner donc, depuis l'âge de 13-14 ans où je me suis engagé dans la vie spirituelle. Donc, en fait, j'avais cette vision qu'ils n'avaient pas. Et je me dis, il y a un problème. Ils ne peuvent pas y arriver. Et je savais bien que. Donc, je me suis dégagé de ça. Et jusqu'au moment où on est venu me chercher, mais je raconterai après. Je savais une chose, comme tout le monde, c'est qu'en fait, hein, tous ceux qui étaient attentifs à cette Savoie qui est un pays à part entière, c'est qu'effectivement, la Savoie est un pays à part entière. C'est-à-dire que la Savoie est un pays qui existe depuis 800 ans minimum. Ça n'est pas un pays qui appartient à l'Italie. Souvent, on dit, par méconnaissance, ah bah oui, c'est une enclave de l'Italie, c'est une partie de l'Italie. Non, jamais. On reviendra tout de suite, n'a jamais été parce que, tout simplement parce qu'au niveau historique, l'Italie est devenue italienne justement grâce à cette usurpation de la Savoie qui a été donnée, le duché de Savoie, qui s'appelait le duché de Savoie à l'époque, et le Sénat souverain de Savoie, raison pour laquelle on s'appelle Sénat souverain de Savoie, qui est une appellation qui historiquement remonte à 1550, 1553, 59. Et en fait, donc ça remonte au XVIe siècle. La Savoie existait bien avant déjà, mais au XVIe siècle, Sénat souverain de Savoie. En 1860, donc ce qu'on appelle le traité d'annexion, déjà même en 1859, il s'est passé un traité qui est un traité absolument indigne, on appelle le traité Cavour, tout ça, qui avait pour but de préparer la cession de la Savoie en tant que pays. Donc il n'y avait pas ni Haute-Savoie ni Savoie, on était dans la Savoie, hein. Et elle a été divisée après pour mieux régner, comme on le sait, par Napoléon III. Mais en 1959, on a déjà préparé ce qu'allait être le traité d'annexion en 1860. En 1860, la rencontre avec Victor Emmanuel II et Napoléon III avait pour but en fait de faire en sorte que l'Italie soit, enfin, l'Italie qui n'existait pas, que le Piémont-Sardaigne, parce que l'Italie n'existait pas en 1860, le nom italien, Italie, pardon. Et en fait, le Victor Emmanuel II avait pour ambition, donc qui était le duc de Savoie, avait pour ambition de devenir roi d'Italie. Mais pour cela, il devait unifier le Piémont-Sardaigne avant et protéger
pardon, et protéger la frontière des Prussiens, frontière nord d'Italie. Ouais, et pour ça, il avait besoin de plus de 10 000, d'entre 10 à 14 000 soldats français pour protéger ses frontières. Et il y a donc eu un deal entre Napoléon III et puis Victor Emmanuel II pour dire, ben voilà, tu me donnes des soldats, qu'est-ce que tu veux en échange? Ah ben écoute, je te donne 14 000 soldats, et puis en échange, ben, tu me donnes la Savoie. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je Donc pense qu'il y là, avait à peu près bien 600 000 d'accord, personnes. Hmm. on est bien d'accord, toujours la Savoie et Nice et le comté de Nice. Oui, alors oui, effectivement, Qui il y faisait, avait tout un à fait. package, on va dire. Voilà, il y avait effectivement, c'est très important de repréciser, il y avait à la fois la Savoie et le comté de Nice. La Savoie qui comptait aujourd'hui Savoie et Haute-Savoie, on a donc toutes les frontières, et y compris les frontières du comté de Nice. Donc aujourd'hui, dans le traité de 1860, qui est traité de référence, eh bien, on se retrouve effectivement avec Savoie, Haute-Savoie et comté de Nice. Ce qui explique D'accord, que, par exemple, sur notre site, il y a marqué comté de Nice, hein, Savoie et comté de Nice. Et ensuite, ceci donc a été un traité félon qui a en fait, on a marchandé des gens et un territoire. On a marchandé, mais c'était un pays. Alors c'est vachement important de comprendre que c'est un pays et non pas, si vous voulez, si tu veux, si on comprend que c'est un pays, on comprend que c'est un pays qui a été volé, violé aussi par la même occasion, et c'était pas la première fois, parce que la Savoie a été annexée 6 ou 7 fois par la France. Après, ça a été annexé, c'est reparti, c'est revenu, etc. Mais la dernière annexion fut en quelque sorte la bonne, bien qu'elle soit tout à fait mauvaise. Pourquoi? Parce que d'une part, pourquoi? Justement. ça a été fait, il faut bien comprendre qu'à l'époque, en 1860, on n'avait ni les téléphones, ni la télévision, ni tout ça. Donc personne, il y avait des traités qui étaient faits comme ça, mais les gens ne savaient pas, ils étaient tellement occupés à survivre déjà. Bon, au niveau lecture, tout ça, on ne savait pas trop, enfin, dans la grande majorité. Et puis, donc, on a contraint ces gens habitant sur la Savoie, les Savoisiens, je dis Savoisiens et non pas Savoyards, on va y revenir après, les Savoisiens, il y a une raison pour ça. Les Savoisiens ont été obligés de voter. C'est-à-dire que quand on dit, ah oui, oui, mais ils ont voté en 1860, en mars, ils ont voté à 99,8% leur accord au rattachement à la France. Donc, c'est-à-dire comme s'ils lâchaient leur pays. Hein, donc, avec un petit détail, je rappelle, l'Italie devient Italie donc en 1861. Donc, au moment de l'annexion en 60, l'Italie n'existait pas. Il y avait Piémont-Sardaigne et la Savoie ne faisait pas non plus partie de Piémont-Sardaigne. C'était un pays qui était le duché de Savoie. C'est tout. Donc, en fait, elle était totalement autonome. La Savoie était autonome. Il suffit d'ailleurs de regarder les cartes de 1859, donc avant 1860, parce qu'en 1860, on s'est bien gardé, on les a détruites, on a détruit les livres d'histoire, on a détruit tout ça. Et donc en 1859, les cartes jusqu'en 1859, on voit bien la France et la Savoie à côté. Donc on a un pays qui est totalement à part. Donc ce n'est pas une région française qui veut devenir autonome, comme on peut le comprendre d'ailleurs, pourquoi pas, de la Corse, du Pays Basque, ou catalan, ou breton, etc. On n'en est pas là. Il y a aussi la Flandre aussi qui, c'est pas des gens qui veulent en fait une indépendance culturelle. Les Savoisiens ne veulent pas une indépendance culturelle. C'est pas du tout un mouvement autonomiste. C'est un mouvement simplement de volonté de restauration du pays. Et pour cela, qu'est-ce qui s'est passé en 1860? Il y a ce fameux référendum, donc après cette signature de Caveau en 59, on fait un référendum, mais le référendum, il se passe comment? L'armée française était déjà en Savoie. Et ils n'étaient pas tendres, hein, d'accord? Pas plus qu'ils l'ont été après, de toute façon, et ailleurs. Et seuls les hommes votaient. À l'époque, les femmes ne votaient pas. Et le vote était obligatoire, sous peine d'aller à Cayenne. D'accord? Et si on votait non au rattachement, on allait à Cayenne aussi. Donc on avait une option, en fait, hein. Voilà, et en fait, ça, on le sait, hein, tout ça, c'est archivé. Hein. Et donc, les hommes étaient obligés de venir. Il n'y avait pas d'isoloir et il n'y avait qu'un bulletin de vote. C'est-à-dire, voulez-vous le rattachement à la France? Oui. Mmh. Donc, si on refusait de prendre le bulletin, c'est le coup de baïonnette, on le prenait puis on l'envoyait à Cayenne. Bon, et on prenait ses biens, etc. Alors, on imagine bien que tous les hommes
qui devaient voter là, ils sont venus par choix, ils ont, pas par choix, par obligation, ils n'avaient pas le choix, ils ont donc voté oui. Ce qui explique qu'on a un taux de 99,8% ou 6%, je ne sais pas, de oui. Alors on a dit, ah bah oui, voilà, toute la France. Mais Napoléon III était un spécialiste de tout ça. Donc évidemment, tous les Savoisiens, presque à 100%, étaient d'accord pour le rattachement à la France. Ce qui est évidemment totalement faux. C'est Donc intéressant c'est parce un que vote quand on usurpé. c'est intéressant parce que quand on parle d'élections volées, ça date pas d'hier, quoi. Là, on en a un bon Voilà, exemple. il n'y avait pas Et besoin d'avoir les machines Dominion ou Silk, ouais, ouais, etc. ouais, c'est clair. C'était la baïonnette, hein, c'était C'était une plus autre façon. c'était plus direct, c'était plus direct. Alors pourquoi du coup ce traité d'annexion, il n'est pas valable? Pourquoi est-ce que ça s'applique pas à la Savoie et à l'Est? Alors, dès le départ, en fait, les Savoisiens qui avaient des notions culturelles, hein, qui étaient cultivées, des notions d'histoire, eh bien, se sont dit là, il y a un problème avec ce traité parce que c'est pas normal le fait que ce traité a été rédigé et réalisé dans de telles conditions. Bon, en fait, quand on regarde un taux de oui à 99 et plus, on ne trouve ça que dans les dictatures. Hein, c'est matériellement impossible. C'est qu'il y a une obligation de vote comme ça. Donc, clairement, c'était un vote de dictature, donc imposé. Maintenant, ce traité, bon, déjà, il y a plein de. Alors, moi, je ne suis pas historien, d'accord? Donc, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus compétents que moi. Hein, je n'expose que bon, la superficie. Mais en détail, il y a énormément de choses qui montrent qu'en fait, ce traité, rien que ce traité, il y a plein de failles. Bon, il y a des failles aussi sur la légitimité de Napoléon III. Enfin, il y a plein de failles. D'accord. Et tout ça, on les a conciliées. D'ailleurs, elles sont sur le site. Hein. Et les sites, parce qu'il y a d'autres bons sites en Savoie. Il n'y a pas que le site du Sénat souverain de Savoie. Nous, on n'est qu'une vitrine. Hein. Mais maintenant, la légitimité, bon, on s'assoit dessus. 1860, la France envahit, enfin, elle était déjà présente, mais là, elle s'installe en Savoie. Normalement, dans le traité, les Savoisiens devaient, en fait, et Savoisiennes, ne devaient pas être pris pour la guerre. Ils restaient autonomes. Il y avait aussi l'histoire de ce dont on a parlé tout à l'heure avec les zones franches, etc. Mais la France s'assoit surtout. Hein. Le colonisateur français s'en fout des lois. On le voit aujourd'hui. Hein, de toute façon, il n'a pas changé. Donc, tant qu'on ne virera pas cette république bananière, hein, parce que bon, c'est ça, hein, on n'aura plus d'État. La France elle-même n'a plus d'État, mais on n'est pas là pour parler de la France, mais Ouais. la Constitution est sautée, enfin, etc. Donc, la France n'est plus la France. Quand on parle, nous, on travaille avec la France, mais pas avec la République française. On est très, très en lien avec les alternatifs, le Conseil national de transition de France, pas celui qui est connu comme ça, mais peu importe, on peut rentrer là-dedans, mais on est très, très en lien avec les juristes français qui sont en train de renverser, de préparer le renversement de la République française, qui est de toute façon en train de se faire maintenant, mais on accélère. Donc, on travaille avec eux. La Savoie ne veut pas se mettre contre la France. Au contraire, nous sommes ensemble. Hein. Donc, là, pour eux, le manque de légitimité, hein, l'absence de légitimité, c'est qu'en fait, 1860, là, on brûle les livres d'histoire, on casse toute l'histoire de la Savoie. La Savoie, les gens qui arrivent, quand on voit arriver de toute façon des enfants qu'on met à l'école avec une petite, comment expliquer ça, avec une histoire totalement faussée, hein, et puis en fait, on les coupe de leurs racines. Les enfants, depuis 1860, n'ont plus leur histoire. Ils ont l'histoire de France. Donc, ils sont persuadés, depuis 1860, qu'ils sont français. Et que, de toute façon, la Savoie est divisée en deux départements, et ce sont deux départements de la France. Et ça a été comme ça depuis 1860. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi-même en tant qu'enseignant pendant 30 ans dans le système, documentaliste, je travaille aussi avec les livres d'histoire. Dans les livres d'histoire, la Savoie, c'est deux départements français. Donc, j'ai appris que la Savoie était un pays quand je suis arrivé ici et quand je me suis investi dans les mouvements dits autonomistes ou de libération de la Savoie. Et là, ça a été quelque chose de dingue. Mais Et, c'est intéressant parce qu'on voit bien que les mêmes méthodes, sont utilisées partout. Je veux dire, comment est-ce qu'on efface les mémoires,
l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs et ils écrivent ce qu'ils veulent dans les livres d'histoire et Voilà, après on apprend ça et c'est ce qu'on transmet à nos enfants et c'est ce qui est transmis par l'éducation nationale, donc on retrouve vraiment voilà. toujours les mêmes schémas, quoi. Mais Et on va faire c'est un av aberrant. Excuse-moi, rien qu'une petite chose à laquelle je pense et qui est intéressante, c'est qu'en fait, dans les livres d'histoire aujourd'hui, bon, je suis toujours prof, je suis prof à mon compte, donc bon, j'enseigne l'histoire, la philo, la géographie et puis le français. Et en fait, quand je regarde les livres d'histoire, même pas les livres d'histoire, les livres de français, quand on regarde des auteurs, on nous dit par exemple tel auteur est italien. Et or, c'est des auteurs du 16e, 17e siècle, par exemple. Et on dit ils sont italiens. Or, ils ne sont pas italiens, ils sont Piémont-Sardaigne. Rien que ça, au niveau historique, ça ne marche pas. Parce que ceux qui sont nés avant 1861 n'étaient pas italiens, ils étaient de Piémont-Sardaigne. Donc, ouais. rien que des choses comme ça, aujourd'hui, c'est rentré dans l'histoire. Donc, parce que l'Italie est comme ça, bon, l'Allemagne, c'est pareil. L'Allemagne, en 1860, c'était toujours la Prusse. Donc, bon, mais on dit que c'est l'Allemagne. Mais il y a quelque chose qui Alors ne va pas. ouais, alors écoute, c'est super intéressant, mais tu sais, parce que je t'ai dit quelles questions je voulais te poser. Tu sais que j'ai 1000 questions à te poser et là, on va on va en avoir pour 4 heures si on continue à partir sur tout ce qui est intéressant. Mais je voulais te dire, faisons une avance rapide jusqu'en 1947. Qu'est-ce qui se passe en 1947 et sur quoi on s'appuie maintenant justement pour, réclamer l'indépendance de la Savoie? Voilà, bon, alors bon, évidemment, on a vu, bon, ce traité Félon, il passe et arrive la guerre. 1940, l'Italie déclare la guerre à la France. Au début de la guerre, il se trouve que par une subtilité de traités internationaux, quand ce traité euh, qui a été signé dans le cadre de Piémont-Sardaigne avec l'ancien roi, enfin celui qui a été après le premier roi d'Italie, en fait, fait sauter le traité de 1860. Et parce que l'Italie, normalement, réclamait ce territoire. Donc, en fait, bon, au niveau international, le traité saute. Donc, depuis 1940, la Savoie est libérée. Il n'y a, plus, il y a, plus de, il y a plus de traité. Le traité est obsolète. Il devient obsolète en 1940. La guerre se passe. 45, on gagne. Enfin, on gagne. Les vainqueurs remettent non plus, enfin, ils remplacent la Société des Nations par l'ONU. Pour rentrer à l'ONU, contrairement à ce qui se passait avant avec la Société des Nations, il n'y avait pas obligation de déclarer les traités de colonisation. Mais avec l'arrivée de l'ONU, tous les pays qui rentraient à l'ONU et particulièrement en fait les, les pays qui faisaient partie du Conseil de sécurité, dont la France, dont les 5 pays du Conseil de sécurité, eh bien, se retrouvent à avoir l'obligation de déclarer leurs traités pour les décoloniser. Donc, ils avaient le choix. Ils déclaraient les traités, ils demandaient au peuple colonisé, avec un référendum, si le peuple voulait rester avec la France, comme les autres pays, ou alors ils décolonisaient. Or, c'est ce qui a été fait. La France a déclaré tous ces pays, sauf un, celui de la Savoie. La Savoie, elle l'a jamais considéré, elle ne le considérait plus du tout comme si c'était un pays, mais comme c'est sa possession, donc en département. Et donc, elle ne l'a pas déclaré. Et l'obligation de déclaration était pour l'ONU en 1947. Et à la date de, je pense, février 1948, ça a été demandé en 47, en juillet 1947, la France avait 6 mois, comme tous les autres pays, pour déclarer tous ces traités. C'est ce qu'elle a fait, sauf sa Savoie. Et ça devait être terminé en février, si je ne me trompe, février 48. La France n'avait pas déclaré. Or, ça, c'est ce qu'on appelle le traité de paix de 1947, l'article 44, alinéas 1, 2 et 3. Il y a 3 alinéas dans cet article 44. Le premier alinéa disait l'obligation pour chaque pays de déclarer tous les traités. Deuxième alinéa, eh bien, s'il ne s'est pas déclaré, il n'y a pas de conséquences
d'attaque, conséquences pécuniaires, etc. Deuxième alinéa. Ça, jusque-là, ça va. À quoi ça sert de déclarer? Mais le troisième, il est mortel. Si ce n'est pas déclaré, le traité devient obsolète. Il n'y a plus de traité. Et souvent, j'explique ça parce que la France invoque juste premier et deuxième traité. Quand on leur pose la question, on dit ah oui, mais non, mais, oui, mais il fallait l'obligation, mais de toute façon, l'alinéa 44.2 du traité de 1947 nous dit bien qu'il n'y a pas de conséquences. C'est-à-dire qu'on ne va pas attaquer le pays s'il ne l'a pas fait. On ne va pas lui donner des obligations financières ou des condamnations, etc. Non, non, pas de problème. Par contre, c'est-à-dire que l'ONU ne va pas se retourner contre le pays, mais par contre, le traité devient nul. Il n'y a plus de traité. Le traité est annulé. Donc, ça veut dire que le traité d'annexion de la Savoie et de Nice, qui a été signé en 1860, est abrogé, puisqu'il n'a pas été Exactement. inventorié par la France en 1947. Ouais. En fait, la France, elle a essayé de gruger, la République française a essayé de gruger et d'être maligne pour ne pas perdre la Savoie et Nice. Et du coup, de fait, c'est abrogé. Donc, c'est Voilà. complètement légal. Alors, tu Voilà. sais, juste avant qu'on se rencontre, par curiosité, je suis allée faire une petite recherche, je me suis dit: «Tiens, j'aimerais bien savoir, voir maintenant, comment se placent ces 3 départements?» puisque là, on parle du département de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes. Je me suis dit: «Tiens, comment ils se placent dans l'ordre de richesse des départements?» Donc je suis allée voir et figure-toi que les 3, ils sont dans les 15 premiers. Alors Mmh. la Savoie, le premier, c'est la Savoie, elle est 4e, c'est le 4e département le plus riche de France. Donc là, on parle La en Haute-Savoie. La Haute. la Haute-Savoie, la Mmh. Haute-Savoie. Là, on parle en revenu déclaré par foyer. Donc la Savoie est 4e, les Alpes-Maritimes sont 11e et la non, je t'ai dit la Haute-Savoie est 4e, pardon, les Alpes-Maritimes sont 11e et la Savoie, elle est 14e. Donc ça veut dire que ces 3 départements réunis, ils font partie du peloton de tête des départements les plus riches français. Donc Exactement. on peut comprendre pourquoi la France n'a pas envie de les lâcher, hein. Ben oui, mais en plus, on va en rajouter. La Savoie reverse par le jeu de solidarité des différents départements, elle reverse à la France entre 40 et 80 milliards d'euros par an. D'accord. Après, c'est 40% des réserves d'eau douce pour la France, la Savoie. Waouh! Et plein d'autres choses. Il y a 17 barrages Ouais, en il y a de Savoie. Donc, multiples raisons, il y a de multiples raisons. Mais évidemment. ça c'est un indicateur. Je me suis dit: «Tiens, cherchons pour voir» et voilà l'information que j'ai trouvée. Alors Voilà. Thierry, j'ai vu donc dans une de vos vidéos que, vous aviez fait alors attends, parce que moi j'ai pris plein de notes. Vous aviez fait une saisine auprès de l'ONU. Mhm. Alors, est-ce que tu peux me dire, en essayant de résumer en quoi ça consiste et quels peuvent être les résultats de cette saisine? Qu'est-ce qu'on peut espérer en quoi ça peut faire avancer le schmilblick, quoi? En fait, pour expliquer ça, il faut quand même revenir un tout petit peu en arrière. En fait, donc l'histoire de 1940, hein, parce que bon, on ne s'arrête pas comme ça. 1940, Mmh. donc en 47, on dit rien, personne ne sait, y compris en Savoie. Tous les Savoisiens, depuis des décennies, depuis plus d'un siècle, ils croyaient que c'était français. Donc le traité court et personne ne le sait. Les mouvements revendications autonomistes s'insurgent contre ce traité de 1860 en disant, on a vu pourquoi il était indigne et illégal. Et bon, mais c'était don de tact. Et ensuite, dans les années 90, des historiens, des chercheurs découvrent le pot aux roses. Et ils se disent, mais attendez, il y a un problème là. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils écrivent aussi, enfin, je fais très court, hein, donc très synthétique, schématique, ils finissent par écrire à l'ONU en disant, est-ce que la France a déclaré le traité? Parce qu'on on va le savoir, l'ONU, si c'est déclaré, et l'ONU répond, et ça, c'est sur notre site, on a le document de réponse de l'ONU disant, ben non, la France n'a pas déclaré les traités. Et ça, c'est dans les années, enfin, il y a une vingtaine d'années, qui n'est même pas un peu moins d'ailleurs, je pense que c'est dans 2009. Hein, et en fait, on a reçu la réponse de l'ONU disant, mais non, non, la France, elle n'a pas déclaré. Ouais, donc Donc, c'est relativement récent comme tu dis, hein. la découverte est relativement récente. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi on en arrive au Sénat souverain de Savoie, c'est qu'en fait, le Sénat souverain de Savoie, depuis 2016, et on va en revenir à la saisine déposée à l'ONU
par l'intermédiaire de celui qu'on a appelé l'avocat de la Savoie, qui d'ailleurs, comme moi, n'est pas né en Savoie, hein, même s'il a vécu longtemps, et d'ailleurs il revient. C'est Fabrice Bonnard. Donc, Fabrice Bonnard est un avocat des douanes, hein, qui est un. Bon, il aime se présenter comme un lanceur d'alerte, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui est sorti major de sa promotion à Saint-Cyr et qui était l'un des 6 avocats de la Direction générale des douanes, et donc qui avait cette dimension juridique internationale. Lui, ce n'est pas un avocat des affaires personnelles, c'est un avocat du plan international. Donc, il se trouve qu'il est arrivé en Savoie, et puis il a découvert un jour pour sa santé d'ailleurs. Et puis il a découvert le Potoros lui-même avec cette capacité, cette connaissance juridique qu'il avait. Il a utilisé tout de suite ça, et il a fait tout ce qu'il fallait pour libérer la Savoie en tant qu'avocat français. Parce qu'il, comme il dit, moi je ne suis pas contre la France. La France m'a nourri. Mais il dit là, mon pays, la France, qui est quelque part mon pays de naissance aussi, je suis là-bas. Donc, je ne peux pas, tout comme lui, on ne peut pas accepter que notre pays dit des droits de l'homme viole les droits d'un pays, je veux dire, et qui doit absolument le reconnaître. Donc, en fait, il a fait tout un travail, entre autres une saisine. En 2015, après avoir travaillé pendant plus d'une dizaine d'années en amont, eh bien, il a déposé donc une saisine qu'on retrouve sur notre site, hein, à différents endroits aussi, mais en tout cas, elle est sur le site. Et la saisine, en fait, nous permet de déclarer officiellement, par les arguments juridiques internationaux, que la Savoie est libre. Et maintenant, ça a été déclaré en 2015. Alors on dit, tiens, pourquoi est-ce que depuis 2015, il s'est passé quoi? Alors depuis 2015, en fait, il ne s'agit pas de déposer des saisines. Il faut qu'il y ait des équipes derrière. Il y a eu des équipes qui s'appuyaient sur des associations de l'époque qui ont arrêté, qui l'ont laissé tout seul. Donc, le problème est là, parce qu'il y avait une histoire d'argent, évidemment, parce que bon, faire des procès comme ça, bon, déjà, quand on va avoir un avocat pour une affaire personnelle, ce n'est pas gratuit, mais là, on est à des dizaines de milliers d'euros, hein. Et donc, il y a eu une somme conséquente qui devait lui être remise, enfin, pas pour lui, mais pour cette affaire, pour la Savoie, et en fait, elle n'a pas été remise. Donc, il y a eu un arrêt matériel des actions par rapport à la juridiction internationale, hein, Cour internationale de justice, etc. Donc, le problème est purement matériel pour des histoires de personnes qui se sont plus ou moins chamaillées. D'accord. Donc, s'il n'y avait pas ces problèmes matériels, s'il n'y avait pas ces problèmes de personnes, qu'est-ce qu'on pourrait espérer de cette saisine auprès de l'ONU? À quoi ça peut aboutir comme action de la part de la République Évidemment, française? alors, mais ça, ces problèmes, c'est fini maintenant. C'est-à-dire que donc nous, on a repris, en 2016, on a fait une rencontre, l'un des membres du Conseil national de transition, là maintenant du 3S, Serge Rousseau, a lancé en 2016, donc un an après, enfin un peu plus, je sais pas si en gros, quelques mois après le dépôt de la saisine en novembre 2015, on a refait une réunion où on a mis sur pied le Sénat souverain de Savoie, et on a invité, enfin, toutes les organisations ont été invitées, et ensuite, là, aujourd'hui, on a remis depuis l'année dernière officiellement le Sénat souverain de Savoie en place. Et bon, on est venu me chercher de par mes activités, comme je le disais tout à l'heure, mes responsabilités pour être porte-parole. Mais en tout cas, porte-parole ne veut pas dire patron, c'est un porte-parole. C'était qu'un porte-parole. C'est-à-dire qu'on a ici un groupe, un Conseil national de transition de 17 personnes, et ce Conseil national, eh bien, est chargé de mettre en place toute cette machine en lien avec le Conseil juridique, dont tout ça c'est sur le site, hein, il y a les noms des avocats, tout ça. Il y a d'autres, mais les noms ne sont pas forcément dessus. Mais entre autres, Fabrice Bonnard qui va conduire toute cette opération. Alors, une opération qui est à la fois au niveau local, une opération qui est dirigée envers la France, évidemment, parce que bon, il faut bien négocier avec la France, hein, et il faut voir que tous les députés, les forces de police, les administrations, les impôts, enfin tout ça, c'est de la France. Mais ce qu'on appelle en putatif, parce qu'ils n'ont pas le droit.
C'est ça qu'on est en train de faire reconnaître aux gens. Ils n'ont pas le droit. Et la dernière partie, et je te laisse la parole tout de suite, la dernière partie, c'est les commissions. Et les commissions, en fait, qui représenteront plus tard des ministères, hein, c'est la commission juridique, enfin, la commission santé, éducation, énergie, enfin, etc., finance, etc. Et c'est ouvert à tous les peuples de Savoie. Donc, 1 300 000 personnes. Bon, Nice, c'est un petit peu à part, ils le font de leur côté, hein, c'est en train de se faire. Mais chaque citoyen peut entrer dans le cadre des commissions pour donner son avis et travailler aussi, parce qu'il y a du boulot. D'accord. Donc, là, en fait, vous êtes en pleine structuration parce que si on regarde par rapport au timing, c'est encore assez récent. Tu parlais de 2016, donc ça fait 4-5 ans, tout ça est en train de se mettre en place. Mais qu'est-ce qu'il faudrait d'un point de vue, hem, politique, administratif pour que quelque chose s'enclenche? Est-ce que ça serait, par exemple, un référendum comme il y a eu en Nouvelle-Calédonie, un référendum, pour ou contre l'indépendance? Ou est-ce que ça serait une autre voie? Qu'est-ce que vous imaginez? Non, non, alors d'abord, il y a pas, on n'est pas du tout dans le cadre de l'imagination. Si on revend, on voit un Vous petit peu. prévoyez, pardon. Non, non, même prévoir, d'accord, mais imaginer, non. En fait, on est dans le cadre du droit international. C'est-à-dire que c'est un droit international comme on pourrait prendre. Je prends un petit peu souvent l'exemple d'une personne qui a une maison. On a la maison depuis 50 ans, on a tout payé, on a tous les documents, bon, etc. Et un jour, le voisin d'à côté, il vient, il prend notre maison. Mais il prend parce qu'il est plus fort que nous. Donc, nous, on est trois dans la maison, eux, ils sont 17 ou 15 ou 20. Donc, il vient et puis il dit, voilà, c'est à moi. Et on dit, ben non, c'est pas à vous, vous pouvez prouver le contraire. Non, je vous dis, c'est à moi, par la force, c'est à moi. Mais ils n'ont aucun document. La seule possibilité de faire revendiquer en fait que c'est à eux, c'est simplement la force, le nombre. Et c'est ce qui s'est passé en Savoie, hein, de toute façon, hein. Mais c'est notre maison quand même. Nous, on a tous les titres. Et donc, on est en train de faire simplement valoir les titres. Alors, est-ce qu'on va demander aux habitants de notre maison s'ils sont d'accord de récupérer ou pas, d'être avec le voisin ou pas? Non, c'est notre maison. On n'a même pas à poser la question. Donc, il n'y a pas de référendum. Ici, nous, notre travail en tant que gouvernement de gouvernement de transition, eh bien, notre seul travail, c'est de travailler avec les avocats, de faire pousser les actions au niveau international, c'est ce qu'on est en train de faire, hein, d'agir en tant que gouvernement en disant à la France, vous n'êtes pas du tout légitime ici, la preuve, on a ça, maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, prouvez-nous le contraire, c'est ce qu'on a sur les sites. Donc, ce qui fait on dit aux gens, aux administrations, vous êtes putatifs, vous violez notre souveraineté déjà, vous violez la liberté, le droit international, et vous n'avez nullement acheté ici, vous n'avez pas respecté le traité international de paix de 1947, vous avez violé ce traité, et en plus, vous êtes sur notre territoire à nous obliger et à nous faire passer, ne serait-ce que par exemple, toutes ces lois avec le port du masque, avec toutes ces conneries que nous, on refuse. Donc, ce qui fait que comme maintenant, ça fait un petit peu comment dire, c'était pas ridicule, mais au niveau de, on a quelqu'un qui est hyper puissant devant nous, et on est là quelques-uns en disant, nous, sur le territoire de Savoie, on refuse le port obligatoire du masque, on refuse le port du masque chez les enfants, on va vous faire, on est en train de préparer d'ailleurs un procès en pénal pour mise en danger de la vie d'autrui, particulièrement des enfants. On est contre les vaccins du Covid, on est contre, etc. Toutes ces choses-là, on leur dit. Il n'y a pas que ça, hein. Donc, on leur dit, ils ne répondent pas, d'accord? Mais ce n'est pas grave, parce que nous, chaque fois qu'on fait, on le sait, donc c'est comme ça qu'il faut fonctionner, chaque fois qu'on fait une action contre ce gouvernement félon en Savoie, et cette République félonne en France aussi d'ailleurs, chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est le mépris de la loi, le mépris et le silence. Et par contre, nous, ça va directement aux instances internationales, ça va à la Cour internationale des droits de l'homme, et ça va aux différents pays colonisés, ex-colonisés de la France, qui ont pour charge, dans leur obligation, dans leur traité de décolonisation, d'aider tous les autres pays décolonisés. Donc, D'accord, les autres pays vont revenir vers nous pour nous aider dans notre décolonisation, en tant d'accord, qu'ancien pays de colonisé. Et je ne vous dis ouais. pas que l'Algérie et les autres, ils seront bien contents de venir. Donc Mmh. après, on a des liens aussi avec les gouvernements, hein, certains gouvernements, dont la Russie et dont le gouvernement Trump.
Voilà, Donc là, c'est intéressant parce que c'est vraiment une histoire de droit international, voilà, simplement à faire reconnaître. Enfin, simplement, tout c'est à peut-être fait. pas le terme Voilà, exact, mais c'est vraiment de faire c'est reconnaître ça. du droit international. Mmh. Donc, quelque part, ça peut vouloir dire que si tout cela aboutit, et je le souhaite vraiment, parce que là, on parle de souveraineté d'un territoire au Voilà. même titre que nous avons éventuellement posé des actes de souveraineté individuelle. Si tout cela aboutit, ça pourrait même se faire, comment dire? À l'encontre de certaines personnes, parce que j'imagine, enfin moi je suis haut-savoyarde, hein, j'imagine, j'ai jamais tellement interrogé les gens autour de moi, mais que tout le monde n'a pas forcément envie, que, la Savoie ou la Haute-Savoie devienne indépendante, donc ça serait intéressant. Mais enfin bon, on va pas rentrer là-dedans parce que ça, c'est un autre sujet. Alors C'est pourtant concrètement important, c'est pourtant oui, important, parce qu'une des questions que l'on pose toujours, la France, mais oui, mais la France, elle a construit le tunnel du Mont Blanc. Ah ben non, la France, on pouvait très bien prendre de construire le tunnel du Mont Blanc tout seul, on n'avait pas besoin de la France, d'accord? Et en plus, tout ce que la France, le tunnel du Mont Blanc, par exemple, a été remboursé 5 ou 6 fois déjà avec, et cet argent va où? Mais après, il y a surtout ça, c'est que les gens nous disent: «Oui, mais et la sécurité sociale? Et la caisse d'allocation familiale? Et toutes les choses que la France nous donne?» Non, 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 la France, elle nous donne rien. La France prend et bien sûr. si la France, si on gardait, ce que l'on avait, pas parce qu'on ne peut pas le donner, mais simplement pour gérer le pays, on serait largement en excédent et nous pourrions donner, mais par choix et non pas parce qu'on est vous savez, les réserves d'or qui étaient à la Banque de Savoie en 1861, enfin avant 1870, je ne sais plus exactement la date, ça a été pris par les Rothschild. D'accord, on a affrété un train, il y a 450 tonnes d'or qui sont allées dans la Banque de France. Hein, d'accord, 450 tonnes d'or. La Banque de Savoie était une des plus riches d'Europe. Oui, Donc, et puis on voit toutes ces bien ce choses-là, au que niveau, on ne sait pas. La Savoie est très, très riche. Elle n'a pas besoin de la France. Maintenant, est-ce que les Savoisiens vont perdre leur avantage? Mais bien sûr que non. Mais je vais te dire un truc. Là, la monnaie, elle est indexée sur on ne sait pas quoi. C'est de la monnaie fiduciaire, on ne sait pas quoi, sur le franc, c'est quoi, l'euro, c'est quoi. Nous, ici, on reprend la monnaie savoisienne. La monnaie savoisienne, c'est la livre de Savoie, la livre savoisienne. Eh bien, elle va être indexée sur l'eau, déjà. L'eau, c'est ça ne va pas être sur l'or ou quoi que ce soit, c'est indexé sur l'eau. C'est la valeur la plus noble qu'on peut imaginer pour nous, d'accord? Pour la vie en elle-même, pas que l'être humain. Et ce qui fait que toute personne qui salira et polluera l'eau, c'est-à-dire tout ce qui est pesticides, etc., sera lourdement sanctionnée parce qu'ils vont attaquer tout compte fait. C'est comme si on attaquait de l'or, enfin notre réserve d'or. Notre réserve d'or, ce sera la réserve d'eau. D'accord. Et Dieu sait si on en a, étant donné qu'on en fournit 40% en d'eau pure à la France. Mais aussi, au niveau de la taxation, il n'y a plus d'histoire d'impôts, d'URSSAF, de RSI, etc. C'est fini tout ça, les impôts. On a simplement, et ça, tout ça, c'est étudié, on le sait déjà, hein, d'accord. On sait déjà, on le sait, pourquoi on ne le met pas en place, on sait très bien pourquoi. C'est une histoire de taxation de chaque comment dire, acte de chaque acte d'achat. Chaque fois qu'on achète quelque chose, on est taxé à 0,5%. 0,5% sur toutes les transactions financières, y compris les transactions financières bancaires, etc. J'achète un stylo, j'ai 0,5, j'achète une maison, c'est pareil. Une entreprise, c'est pareil. Donc, les 0,5%, c'est systématiquement ce qui va à l'État. Et non seulement 0,5%, c'est suffisant, mais ça permet d'aider les pays pauvres et les pays qui n'ont pas assez d'argent. Parce que donc ça, normalement, c'est les études, c'est c'est 0,5 c'est 0,5% 0,5 dont tu sur toutes les parles, transactions c'est ce que vous souhaiteriez mettre en place pour le futur? qu'on va mettre en D'accord, place. OK. Moi, je suis Bon, c'est sûr qu'on va y arriver. On va le mais mettre c'est en place et après, il n'y a plus besoin d'impôts, c'est fini. Il n'y a plus mais de c'est feuilles super d'impôts, il n'y a intéressant, plus de. Fini. et du coup, ça rejoint la question que je voulais te poser. Là, donc pour résumer, la République française n'a aucune légitimité d'intervenir en Savoie et dans le comté de Nice. Hmm. Donc ça veut dire que quelque part, est-ce que ça serait exact de dire que la police qui se trouve dans ces, territoires-là, les gendarmes qui se trouvent dans ces territoires-là, c'est comme une force d'occupation, en pays étranger presque? Nous sommes occupés. La Savoie est un pays occupé par la France et ce qu'on appelle les gendarmes, les policiers, etc., ce sont des soldats de la France. Alors donc, nous, on est en train de passer le message. Ça commence à passer, vraiment.
parce que, bon, par exemple, on refuse tout ce qui est les taxes en plus, les radars et tout ça. On n'est pas en train de critiquer, en fait, si c'est vrai, c'est bien ou pas bien. Le problème n'est pas là. Si vous vous êtes arrêté parce que vous roulez à 200 à l'heure, que c'est limité à 50, enfin, je rigole, hein, ça c'est des criminels, mais bon, je veux dire, on va pas discuter là-dessus. C'est vrai. On Non, c'est peut un dire, problème de quoique légitimité, en quoi. Allemagne, on peut rouler Mmh. à certains endroits à 200 avec les voitures appropriées, on ne dira rien parce que, alors qu'en France, c'est d'autres règles. C'est-à-dire que là, on est face aux règles françaises et les règles françaises en Savoie ne seront pas les mêmes. Nous, l'histoire des radars, etc., par exemple, les radars, il n'y en aura plus. On aura des radars peut-être, on va les conserver pour voir un petit peu le flux des voitures, mais certainement plus pour taxer, parce qu'on va partir du principe que la souveraineté fait que le Savoisien va respecter son pays. Et il y aura quand même toujours des gendarmes, ils seront plus habillés en bleu, mais bon, ils seront certainement habillés en rouge comme bleu. Mais les gendarmes vont effectivement toujours contrôler. Si quelqu'un fait des infractions sur la route, on ne va pas le laisser faire, on est bien d'accord. Et De, alors du coup, de grammes là maintenant. là, par exemple, si, tu, te fais enfin, je sais pas, si tu revendiques cet état de souveraineté de la Savoie auprès d'un gendarme, quand on discute comme ça, est-ce qu'ils sont au courant? Tu dis: «Il y en a de plus en plus qui sont au courant», mais est-ce qu'ils sont tous au courant? Est-ce qu'ils sont briefés là-dessus? Alors, ils ne sont pas tous au courant, ils commencent à le devenir. Quand D'accord. nous on émet des cartes d'identité et les cartes et les permis de conduire, d'accord? Il y a les 2, c'est nous qui le faisons, hein, Voilà, ça et au nom du je Sénat voulais souverain de que tu nous Savoie. en parles, ouais. Mmh. Voilà, donc les personnes qui veulent, il y a le dossier sur le site, il suffit simplement d'aller cliquer dessus et puis on va, marquer nos Alors documents je officiels, hein. Alors justement, pour ces documents-là, la condition, c'est quoi? C'est de résider soit en Savoie, soit sur le comté de Nice, c'est ça? Alors, il y a ce qu'on appelle, oui, tout à fait, il y a ce qu'on appelle le droit du sol, droit du sang. Si vous êtes né en Savoie, bon, il est tout à fait normal qu'on revendique la nationalité, sa nationalité savoisienne. Je veux dire, c'est évident. Mmh. En plus, il y a la famille, etc., c'est normal. Mais après, il faut aussi une carte, enfin, pour ceux qui ne sont pas nés en Savoie, il faut résider en Savoie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une résidence secondaire, hein. D'accord, C'est OK. le fait de résider, de travailler et de vivre en Savoie qui nous donne la possibilité d'avoir cette carte. Alors, pour l'instant, bon, c'est assez. On est en train de mettre ça en place quand même, hein. Donc après, il faut bien comprendre que les instances internationales nous aident. Après, quand bon, là, on a fait comme vous le verrez, c'est sur le site. On vient d'écrire à ce qu'on appelle le comité des 24. C'est le comité des 24 à l'ONU. C'est la demande d'inscription d'un pays en vue de décolonisation. Donc ça, c'est officiel. En plus de la saisine de 2015, qui va maintenant être suivie d'une autre saisine là dans les semaines qui viennent. Tout est prêt, d'accord? Ouais, do donc ça bouge. On est en lien avec les gouvernements et ce qui est en train de se passer sur la Terre quand même, hein. On vit quand même une époque formidable. Ah ben Donc, là, on est en plein éveil des consciences, éveil ça, des c'est clair, populations et c'est c'est vraiment clair. ce qu'on est en train de voir à travers ces démarches de souveraineté. C'est pour ça que c'est si intéressant et Mmh. alors donc là, tu nous parlais, bah, de la carte d'identité savoisienne, du permis de conduire savoisien et moi, ce que j'ai vu sur votre site, donc le site du Sénat souverain de Savoie, c'est que, il y a toute une rubrique juridique. Mmh. Donc, il y a, des personnes qui ont dû se faire contrôler, j'imagine, avec la carte d'identité savoisienne et Mmh. probablement que les gendarmes l'ont pas entendu de cette oreille-là et il y a eu une décision de justice et finalement, la République française a, Perdu. abandonné ses poursuites, c'est ça, hein? Tout à fait. Tout à fait. Parce Voilà. que en fait, il s'agit de comprendre ces droits. Vous savez, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a le préambule. Le préambule dit: «Ce qui est le malheur des peuples, c'est l'ignorance, le mépris et l'oubli des lois». Et nous, quand on connaît nos droits, quand on va devant les tribunaux français et qu'on leur dit: «Mais vous avez rien à faire ici», je vous le dis parce que je le fais, d'accord? On le fait à chaque fois qu'on va dans les tribunaux, bon là même au conseil de l'ordre des médecins, j'y étais la semaine dernière à Chambéry, je défendais une de nos citoyennes, ici qui failli à partir avec l'ordre des médecins et en fait on leur dit: «Mais vous n'êtes pas chez vous ici?» Ils disent: «Ah bah non, ici on est chez vous êtes chez nous, c'est l'ordre du conseil de l'ordre». «Non, non, vous n'êtes pas chez vous ici, vous êtes en Savoie». Alors vous êtes peut-être né en Savoie, vous êtes de la famille en Savoie, alors que moi je suis né à Lille, on ne veut rien dire peut-être, mais il n'empêche qu'il faut que ce soit des gens de l'extérieur qui sont nés dans le pays colonisateur, qui viennent vous défendre. C'est quand même bizarre, d'accord? Et comme l'avocat de la Savoie qui est parisien. D'accord, donc là, on les attend et on leur dit: «Mais vous n'êtes pas chez vous, étant donné que vous travaillez au nom du pays colonisateur». L'ordre des médecins
tout comme le policier, tout comme le juge, etc. La justice aujourd'hui, quand on voit que on a transformé notre Élysée en quelque sorte, qui était la capitale de la Savoie, dont le siège de la capitale est à Chambéry, qui est la cour d'appel aujourd'hui, mais c'est pas la cour d'appel, c'est le palais présidentiel, enfin présidentiel, c'est autre chose. En tout cas, il n'y aura pas de président, on ne fonctionne pas comme ça, mais c'est un petit peu à la Suisse où ça tourne. Mais en fait, c'est là où c'est le palais gouvernemental. Voilà ce que je veux dire. Et aujourd'hui, le palais gouvernemental de Chambéry, c'est la cour d'appel de France, de Chambéry, France. Et quand on va là-bas ou ailleurs, on leur dit mais vous n'avez rien à faire ici, vous usurpez vos fonctions. Alors que vous soyez d'accord ou pas, c'est pas le problème avec la justice. C'est que la justice en Savoie ne sera pas la même et que nous ici, c'est notre pays et que vous n'avez rien à faire là parce que vous agissez au nom de la France. Et la France est en toute illégalité ici, donc vous représentez un gouvernement illégal et vous êtes dans l'illégalité. Donc vous êtes vous-même passible, parce que vous le savez, de problèmes sur le plan international. Et on ne va pas les louper, je peux vous dire. Parce Non, qu'au mais niveau ça, c'est clair. international, et tout est prêt, à partir du moment où ils le savent, ils savent qu'ils font une action négative. Alors moi, je te citerai des actes dernièrement avec des policiers, mais nous, quand on nous interroge, ce n'est pas les policiers de base, c'est les commissaires, c'est les lieutenants de gendarmerie, c'est les procureurs de la République, c'est tout ça. On reçoit directement d'eux. Mais Mm, on leur répond d'État à État. Moi, je ne mm. réponds pas en nom quand on me dit Monsieur Bécourt, vous pourriez venir, parce qu'il y a eu une manifestation, ceci, avoir une audition auprès de la gendarmerie, tout ça. Mais moi, je ne vous reconnais pas en tant que gendarme. Je suis membre du gouvernement de Savoie, au Conseil national de la Savoie, porte-parole du gouvernement. Je m'adresse à l'Élysée, je ne m'adresse pas à vous. Il faut dire que quand ils regardent, ils disent attendez, je suis lieutenant de gendarmerie, je suis commissaire. Non, on va vous expliquer. Vous allez avoir une copie de ce qu'on va envoyer à l'Élysée, en rappelant à l'Élysée qu'ils n'ont rien à faire ici. Et on leur dit si vous voulez rester en Savoie, eh bien, il va falloir quand même que vous arrêtiez de faire des actes illégaux envers les Savoisiens, parce que le jour où ça va tourner, parce que ça va tourner, d'accord, ou le jour au lendemain, on dira, ben, à partir de maintenant, les négociations vont commencer au niveau international, la Savoie est reconnue. Hein, je ne vais pas tout dire sur les ondes, mais il y a des tas de choses qui sont en place, d'accord. Eh bien, du jour au lendemain, le gouvernement, c'est nous. Donc, combien de fois je dis aux policiers ou ailleurs, mais attendez, moi, vous me demandez de vous obéir, vous voyez bien que je ne vous obéis pas, parce que de toute façon, on est dans le cadre international, donc je ne vous obéis pas. Vous téléphonez au procureur de la République, je n'ai pas à vous répondre dans les auditions. Par contre, vous allez m'obéir en tant que représentant du gouvernement, moi ou au gouvernement, vous allez obéir au gouvernement de Savoie. Mais si vous faites des conneries, le jour où vous voudrez être à nouveau flic, gendarme, etc., policier, gendarme, ben on dira mais non, 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 on n'est pas d'accord parce que vous avez fait telle connerie, vous le saviez, c'était conscient, donc vous allez pointer au chômage ou vous retournez en France. Mais Ça leur c'est pend au nez. là, Hein. ouais, mais c'est là que on est vraiment, pour moi, on rentre dans le vif du sujet. C'est là que la démarche de la Savoie et du comté de Nice rejoignent complètement la démarche de souveraineté individuelle que moi j'ai faite au mois de novembre dernier. Et j'étais vraiment surprise du nombre de personnes intéressées par cette démarche. Mais ce que j'ai observé, si tu veux, c'est qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui ne se sentent pas de faire une démarche à titre individuel comme moi j'ai faite, parce que quelque part elles se sentent trop exposées et puis elles ont besoin de soutien, quoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette interview avec toi, parce que moi, ce que veux vous dire, habitant de Savoie, habitant du comté de Nice, et là il se trouve que c'est quand même, la vie est amusante parce que moi je suis haut-savoyarde, et là la vie m'expatrie entre guillemets dans la vallée de la Roya qui fait partie du comté de Nice. Alors c'est quand même drôle parce que je n'habite plus en Haute-Savoie, mais maintenant j'habite dans le comté de Nice. Donc tous ces Ouais. gens que je rencontre là autour de moi dans la vallée de la Roya, c'est de ça dont il faut prendre conscience, c'est que la République française n'a aucune légitimité sur nos territoires. Donc quelque part, c'est même pas un appel à désobéissance, c'est un appel à respecter les règles d'un État souverain qui ne sont pas celles de la République française. Voilà. Et quand je vois ce qui se passe en ce moment par rapport à la pandémie, entre guillemets, avec toutes les lois complètement scélérates qu'on est en train de nous pondre et complètement ahurissantes et même plus que ça, parce qu'elles sont dangereuses, comme tu dis, le port du masque pour les enfants, par exemple. Enfin, c'est vraiment, est-ce qu'on aurait idée de respirer son propre CO2 toute la journée, de le faire respirer à des enfants? Mais il faut vraiment être C'est génocidaire criminel, c'est c'est criminel. criminel, c'est criminel, mais de toute façon,
Je pense qu'il va y avoir, tous ces gens-là vont être jugés à un moment pour crimes contre Ah, c'est l'humanité. sûr, On est en c'est train d'y sûr. arriver. On est en Ouais, train d'y ouais, ouais, arriver. ouais. Donc moi, ce que je veux vous dire, parce que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, j'ai envie de vous dire, Savoisiens, Niçois, tous les résidents de ces comtés-là, mais enfin désobéissez, ne consentez plus, ne consentez Voilà, plus. ça. C'est-à-dire, heu, faites ce que vous avez envie de faire, ce qui vous semble juste selon les lois divines, parce que voilà, on ne fonctionne pas non plus selon n'importe quoi, on fonctionne selon des lois universelles qui nous amènent à respecter notre prochain, qui nous amènent à ne pas nuire à autrui. Mais à partir du moment où vous fonctionnez selon les lois divines, et moi c'est ce que je fais au quotidien, heu, dans les territoires de la Savoie et du comté de Nice, vous êtes légitime puisque la République française n'a rien à vous dire. Mmh. Donc, c'est vraiment moi, je vous encourage à prendre conscience de ça déjà et éventuellement à soutenir ces démarches, si vous ressentez que c'est juste pour vous. Mais, déjà rien que le fait de prendre conscience de ça, c'est une manière de reprendre votre souveraineté. Vous ne consentez plus. Vous ne consentez plus et là, vous avez le soutien de tout un territoire et ça, je trouve ça extraordinaire et Mmh. j'imagine que toutes les décisions de justice qui ont été rendues par rapport à, aux cartes d'identité savoisiennes ou à d'autres spécificités comme ça, bah, elles doivent pouvoir faire jurisprudence, j'imagine. Il y a pas de raison Elles que font elles font ouais. jurisprudence. Mais, tu sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La souveraineté, elle a très, très bien été, présentée au XVIIe siècle par Antoine de la Boétie. Antoine de la Boétie, dans son livre, «L'éloge de la servitude volontaire», eh bien, montre que, il nous dit à un moment, pourquoi vous sentez-vous toujours inférieur et plus petit que vos maîtres? Parce que vous êtes à genoux. Levez-vous et il y a plus de problème. Les maîtres ont peur. Faut que la peur change de camp et la souveraineté, c'est savoir dire non. Or, il faut avoir, la responsabilité, la connaissance, être responsable de soi-même et la connaissance des lois. Si effectivement, comme tu le dis bien, nous avons la certitude, ce qui est le cas, que la Savoie est colonisée par la France, encore maintenant, qu'elle doit partir et que c'est en toute illégalité, comme si les voisins venaient habiter chez nous. Si je suis sûr que j'ai tous les papiers, je sais que c'est à moi ma maison et que j'ai les voisins à côté, j'ai le droit de dire: «Vous n'avez rien à dire ici, vous sortez» et au besoin de me faire aider par l'extérieur. Mais je ne vais pas baisser la tête: «Ah oui, mais ils sont plus nombreux que moi, ah ben tant pis, ben oui, ben tant pis». Non, mais non, c'est quoi ça? Ça, c'est être soumis, c'est être servile. Mets ton masque et tais-toi, mets ta muselière. Moi, je ne mets pas de masque, jamais. Depuis le départ, je n'en mets pas, d'accord? Je n'en mettrai jamais, d'accord? Sauf si dans des circonstances particulières, bon ça c'est autre chose, comme il y en avait avant, mais on s'est jamais posé de questions avant. Mais pour rentrer dans des magasins, pour des trucs comme ça, jamais. Et si on me repousse, eh bien je rentre pas dans le magasin et au besoin, je fais des courriers pour emmerder le patron. Et je veux dire, je ne me laisse pas faire. Et ça faut être ça. Et en Savoie, c'est très simple. La Savoie, on a un pouvoir extraordinaire. Désolé de dire non à l'image de la poésie, en disant mais vous n'avez rien à faire ici. Quand les Et policiers oui, m'interrogent, je leur dis mais j'ai pas à vous obéir. Comment ça, République française, vous êtes qui? République française, c'est de l'autre côté de la frontière. Ici, vous êtes en Savoie. Donnez-moi vos papiers. Je donne la carte d'identité de Savoie. Combien de fois ça m'arrive? Ils disent: «Ah ben oui, elle n'est pas légale la carte». Et je dis: «Non, c'est vous qui êtes pas légaux. Moi, ma carte, c'est une carte de Savoie, vous n'êtes pas en légalité ici». Et ça fait des étincelles dans leur cerveau. Ils disent: «Comment ça, quoi, nous, on n'est pas légaux?» Non, vous êtes pas légaux parce que vous êtes en Savoie. mmh, Et donc je vous le dis, donc vous êtes en danger. Juridiquement parlant, vous êtes en danger parce que maintenant que je vous le dis, vous le savez. Donc qu'est-ce que vous faites? Appelez le procureur. oui, Et puis donc là, à la ils limite, appellent. ça relève du droit international. C'est une C'est force du droit d'occupation qui est international. ouais, Ah donc oui, c'est ah ça ben ça non, doit monsieur, on doit vous arrêter. Allez-y, venez m'arrêter, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, hein. mmh, Venez m'arrêter, il n'y a pas de problème. Vous venez m'arrêter, mais sachez une chose, c'est que là, vous êtes dans le cadre du droit international et c'est un conflit diplomatique. Alors allez-y, hein, je viens avec vous, il n'y aura pas de résistance, il n'y a pas de violence, d'accord? Il n'y aura pas de résistance. Par contre, il y a de la fermeté. Et rouspéter et savoir élever la voix et être ferme n'est pas être violent. C'est simplement dire non, maintenant ça suffit. D'accord? mais Donc, faut tu dire sais non, c'est tout. Thierry, ouais, souvent, les gens m'ont dit: «Oui, je trouve que tu as vraiment du courage de faire, d'avoir fait la démarche que tu as fait», on me parle souvent de courage, mais moi je leur dis: «Non, c'est pas du courage, c'est pour moi, c'est de l'alignement». C'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau de conscience, on ne peut plus
consentir à des choses qui ne sont pas c'est justes ça. pour nous, qui ne sont pas alignées énergétiquement. Et je parle vraiment énergétiquement parce que la base de cette déclaration de souveraineté, c'est une intention, c'est-à-dire que c'est Mmh, une intention que j'envoie à l'univers et c'est un positionnement. C'est un mmh, positionnement qui est en fait la résultante d'un alignement. Donc c'est pas du courage. À partir du moment où vous êtes aligné, ces choses-là, elles sont plus optionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont impératives. Vous ne pouvez pas faire c'est ça, autrement. c'est ça. Et moi, ce qui m'attriste un peu, je vais être honnête avec toi, ce qui m'attriste un peu, c'est que je connais bien la Haute-Savoie, hein, c'est une région dans laquelle j'ai vécu pendant très longtemps et je vois qu'il y a tellement de gens qui sont endormis par le confort matériel parce que, bah oui, je travaille en Suisse, je gagne des salaires de ministre. Moi je l'ai fait aussi hein, pendant quelques années. Donc, ils se posent zéro question, ils ne se remettent pas en question et puis je pense ils ont aucun intérêt pour ces démarches-là. Mais à la limite, j'ai envie de dire, peu importe, les choses, elles avanceront au rythme où elles doivent avancer. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire à vous qui regardez cette vidéo là ce soir, si vous l'avez regardée jusqu'à maintenant, de toute façon, c'est que le sujet vous parle. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour prendre votre souveraineté à travers la souveraineté de ces territoires? C'est-à-dire que euh, n'hésitez pas à vous positionner clairement et à ne plus consentir à tout et à n'importe quoi. Et là, il se trouve que j'en discutais avec quelqu'un de ma famille il y a 2 jours, qui justement est très sceptique sur le fait que les Savoyards aient envie d'être indépendants. Et je lui disais, tu sais, quand on voit comme les choses tournent en ce moment, si ça se trouve, si les lois scélérates continuent au rythme où elles nous tombent dessus en ce moment, peut-être qu'à un moment donné, les gens vont se réveiller et que plutôt que de vivre dans une dictature, la dictature de la République française, République entre guillemets, hein, c'est plus une république bananière quand on voit ce qui se passe, eh bien là, ils choisiront de vivre en être humain libre et souverain dans leur territoire de résidence, avec Mmh. des lois qui ne soient pas des lois scélérates et qui supportent le vivant, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas des lois anti-vie. Parce qu'il faut bien, alors là, je déborde un peu, mais bon, je ne vais pas être longue, il faut bien comprendre que tout ce qui se passe en ce moment, c'est un complot mondial. C'est clairement exprimé dans le livre de Klaus Schwab, Covid-19, la grande réinitialisation. Donc, j'en ai fait une petite synthèse hein, sur Facebook qui a été censurée dans la nuit. Donc, après, je l'ai diffusée sur d'autres médias. Entre autres, je l'ai diffusé sur VK, pour ceux qui sont sur VK. Et c'est un complot mondial. Il n'y a absolument pas de hasard. Tout ça, c'est voulu. Ça n'est absolument pas sanitaire. Vous comprenez bien que ça n'est absolument pas sanitaire. C'est uniquement pour verrouiller au niveau économique le monde entier. Donc, à un moment donné, peut-être que vous ouvrirez les yeux. Et moi, j'ai envie de vous dire, là, en tout cas, tous ceux qui les ont ouverts, mais ça y est, faites valoir votre souveraineté. Ne consentez plus à ce plan mondial. Comme tu disais tout à l'heure, on ne peut être soumis que quand on est à genoux, mais levez-vous, levez-vous. Moi, je l'ai fait, donc, Et et ça me savoir, fait ouais. plaisir de voir que justement cette démarche collective, cette démarche de territoire, eh ben, finalement, elle est soutenante pour ceux qui ont besoin de soutien par rapport à ça. Parce que tu vois, tout le monde ne va pas forcément se lancer là-dedans comme moi je l'ai fait, mais en tout cas, au niveau d'un territoire, c'est soutenant. Oui, et puis en plus, bon, le faire au niveau individuel, c'est très, très courageux. Maintenant ici, on a un droit international avec nous, mais qu'est-ce qu'on attend? On a le droit international, on a 1 300 000 habitants en Savoie Haute-Savoie, quelques centaines de milliers en comté de Nice. Donc en gros, ça fait un petit 2 millions. On peut dire non. Bon, qu'est-ce qu'on attend de le faire? Et je pense à la fois dernière, je passais à une caisse et sans masque évidemment. Et la personne, c'est ça la Boétie, c'est savoir dire non, c'est tout bête. Et elle me dit, mais comment vous faites, monsieur, vous n'avez pas de masque? Je lui dis, ben, je ne mets pas de masque. Vous avez une autorisation? Non, c'est moi mon autorisation. En tant qu'être souverain, je dis non, je refuse ça. Donc, je ne mets pas de masque. Donc, comment je fais? Ben, je dis non. C'est hyper facile, il suffit de dire non. Donc, nous, en plus, on a un outil avec nous qui est certainement au niveau mondial actuellement le seul. On est un pays qui est colonisé et la France l'usurpe et nous colonise et nous prend le. Alors, sous prétexte qu'elle nous donne elle donne rien à la France. Quand les gens te disent des fois à des gens qui ont travaillé 40 ans de leur vie et après on leur donne un chômage, etc. Ah, la manne de l'État français paye le chômage. Ah, non, 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 c'est la personne qui a cotisé pendant 40 ou 45 ans. C'est pas la France qui paye.
C'est pas en fait la France, c'est pas la République française qui est une entreprise, hein, on le sait, hein, l'entreprise française qui était déclarée en février ou non, janvier 47. C'est une entreprise et nous ne sommes que des objets de l'entreprise. Et quand on voit des Sarkozy ou pire encore des Attali là, qui disaient, d'ailleurs cette crise Attali en parlait déjà dans la fin des années 90, 98 déjà, j'ai encore entendu hier comment dire, il parlait de gouvernement mondial, le traçage, le puçage, etc. Il parlait des années 2020. Le rapport Rockefeller, c'est il y a 10 ans. Dans le rapport Rockefeller, on parle du Covid. Et en 2020, enfin, tout est prêt. Enfin, tu vois, je vois que voilà, guerre et mensonge, ben, bien sûr. Je suis en train de lire ce bouquin, je vais juste commencer, mais Guerre et mensonges de Sylvain Laforest. Si vous avez envie d'avoir une autre lecture de l'histoire, vraiment, je vous encourage à le lire ou alors à aller sur la chaîne YouTube de Emma Krusi, ça s'écrit Mm. Krusi, où il y a une dizaine d'interviews justement qui parlent de ça, des différents chapitres. Mais oui, on est en plein là-dedans, donc là, Oui. c'est fini. Là, maintenant, il faut se réveiller, il faut se Il faut réveiller. se Et réveiller. Bon, elle s'est suffisamment réveillée, mais vous la connaissez, hein, ouais, mais Claire ça lui Sévrac, a coûté la évidemment. vie. Ça lui a Hein, coûté voilà, la ça vie. lui a coûté la vie. Bon, je veux dire, c'est quand est-ce que là, ce sont des résistants. Nous, ce que l'on fait, bon, moi, on peut venir m'arrêter n'importe quand maintenant, hein, je vous le dis, hein, mais je m'en fous. C'est pas un problème parce que on est face à un pays qui est un usurpateur et un criminel, enfin, pas un pays, je reprécise, à une république Mm. enfin, je ne citerai pas les noms parce que sinon je vais me fâcher, mais à une république qui est absolument inique, qui est criminelle et voire assassine, parce que cette république, elle a tué combien de monde dans ses colonies. Et quand on voit un petit peu, il y a des ouvrages et un film qui est sorti il y a quelques mois sur les problèmes que la France a causés dans ses colonies, en Indochine, en Afrique, au Mali, enfin, etc. Enfin, et encore maintenant, bon, maintenant, s'il n'y a plus l'armée, quoique, hein, au Mali, il y est encore, mais il n'y a pas que là. Je veux dire, c'est des colonies, et ils continuent la colonie au niveau économique. Bon, il y a le franc CFA, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Mais c'est absolument inadmissible. Comment est-ce que le pays dit, le pays des droits de l'homme, ose encore enfin, agir de la manière comme ça? C'est absolument incroyable. Donc, et ce qui s'est passé en Savoie, quand on regarde au niveau historique, les viols, les massacres, etc., de la République française, je parle de la République, pas de la France. Moi, j'aime la France, et les Français, et je le suis d'ailleurs de naissance. Donc, même si maintenant j'ai pris la nationalité savoisienne, mais quoi qu'il en soit, il s'agit de la République française. Ce sont des voyous et des criminels. Ils exploitent tout le monde. Alors maintenant, il y a un autre problème en Savoie. C'est les gens qui dirigent la Savoie aujourd'hui, que ce soit des députés, des responsables de région, etc. Je ne citerai pas de nom, d'accord? Ces gens-là, en fait, ils savent que la Savoie est libre. Ça, c'est une vraie question. Ces gens-là, pourquoi, sachant que ces textes sont là et qu'ils commencent à dire oui, on va unir la Savoie avec la Haute-Savoie, ben, je pense à tout le réseau Guépard et compagnie, et on va mettre tout ça ensemble et on va faire une grande région qui va s'opposer à Paris. Mais arrêtez, on n'a pas à s'opposer à Paris ou quoi que ce soit. C'est Non, mais un pays, mais il ils le noie le savent, poisson. Mais hein, il noie le bien poisson, c'est sûr. pour faire diversion. Ah ouais, c'est clair. Alors, ce sont des gens qui habitent en Savoie, qui sont nés en Savoie, qui se réclament des enfants de la Savoie. Ah bon? OK. Et ils travaillent au nom de la France, alors qu'ils savent que s'ils ne savaient pas, ça va, il suffit de leur dire, mais ils le savent. Et Bah ouais. malgré ça, ils continuent à exploiter le pays de Savoie qu'ils sont censés servir. Et en fait, ils le font au nom de la France. Mais Mais, mais j'ose justement, pas dire le mot, hein. ouais, non, mais ils le savent et ils s'appuient sur notre ignorance. C'est notre Exactement. ignorance C'est ça. qui nous rend tellement vulnérables à toutes ces manipulations. Donc, c'est aussi pour ça que moi, je fais des vidéos comme ça. C'est pour que vous compreniez que nous sommes légitimes dans cette démarche. Et ça peut paraître énorme, parce que c'est vrai que quelque part, ça peut paraître énorme de penser que 3 des départements les plus riches de la France ne font pas légalement partie de la République. Ça peut paraître énorme. Eh bien, on est complètement légitime, c'est historiquement étayé, quoi. Donc voilà. Écoute Thierry, c'était super intéressant. On va peut-être pas continuer parce que ça fait déjà une longue vidéo et je pense que les gens ont déjà beaucoup d'informations à assimiler. Par contre, je voulais pas, avant de partir, je voulais parler juste de tes visios du jeudi. Alors j'ai vu sur le site du Sénat souverain de Savoie que le jeudi à 13h30, je crois, vous faisiez des visios, non? Alors tu peux nous en Oui, parler alors, brièvement?
En fait, c'est plus à 13h30 parce que bon, on n'a pas beaucoup de monde. On laisse en fait une ouverture de 14h à 15h30, 16h, ça dépend, pour les personnes qui souhaitent simplement poser des questions, venir, tiens, voilà, qu'est-ce que c'est que le Sénat de Savoie? Voilà. Donc, D'accord. c'est en quelque sorte une permanence parce que pour l'instant, comme on nous a pris, hein, tu posais la question tout à l'heure, est-ce que l'adresse officielle qui est au 1 rue du Sénat de Savoie à Chambéry. Évidemment, ça, c'est une adresse symbolique, mais on va la reprendre, cette adresse, parce Mmh. qu'elle est à nous. Mais on a D'accord. après une adresse postale en dessous qui est à côté de là. Donc, en fait, on a cette possibilité, on offre une opportunité aux personnes de venir nous poser des questions le jeudi après-midi. Maintenant, on a plein d'autres réunions dans la semaine, mais quoi qu'il en soit, c'est une ouverture pour tout le monde. Alors maintenant, D'accord, ce bah, que c'est je vous super. engage, c'est aller voir le nouveau site, hein. Le nouveau site, c'est bon, 3W, Savoie, euh, euh, pardon, c'est sénat-savoie-gouv, G-O-U-V.net. Donc c'est facile à retenir, hein, le tiret du 6, le tiret du milieu. Donc sénat-savoie-gouv.net. Et là, vous aurez toutes les informations que vous voulez. Bon, puis après, on a fait des liens. Comme on est un gouvernement, on a relié toutes les associations de Savoie qui nous suivent ou pas, peu importe, parce qu'on est un pays. Et quand d'ailleurs la presse nous dit, au fait, vous avez combien de personnes avec vous qui vous suivent? On leur dit, mais si vous demandez à la France combien il y a d'adhérents, ils vont vous répondre 67 millions d'habitants. Ben, nous, on vous répond 1,9 million et presque 2 millions avec Nice. Parce qu'on est un gouvernement, nous ne sommes pas une association. C'est pour ça que tout ce qu'il y a ici, nous, on s'adresse de gouvernement à gouvernement. Les forces de police, l'administration, les impôts, tout ça, l'ordre des médecins, ça nous intéresse pas. Nous, notre objectif, c'est de les mettre dehors. Et on leur a Ouais. dit le 4 octobre l'année dernière, vous avez 2 ans pour partir de la Savoie. Mmh. Voilà. Donc, c'est en Ça 2022. ça pourrait aller très vite, ouais. Écoute, c'est super. En tout cas, d'accord, je j'ai bien noté. Le jeudi, en fait, c'est comme une permanence Zoom. Une Donc permanence, si ouais, ouais. voilà, si ça vous intéresse, vous allez sur le site. Je mettrai le lien vers votre site, donc sous la vidéo et vous allez vers le site et vous verrez, il faut envoyer un mail pour qu'on vous envoie le lien Zoom, voilà. Voilà. Bon, le mail c'est Sénat Savoie, c'est Sénat Savoie, protonmail, protonmail.com. Donc, et là, quand vous envoyez ça, nous, on reçoit votre mail et puis on vous invite. Ouais. En tout cas, moi, je vous encourage à aller sur le site justement du Sénat souverain de Savoie et à aller voir les vidéos parce qu'on apprend plein de trucs. Alors là, on n'a pas abordé vraiment l'histoire de la Savoie, les glières et tout, mais moi, j'ai appris plein de choses. Je veux dire, c'est des trucs que évidemment, personne ne nous apprend parce que c'est pas marqué dans les livres d'histoire, c'est probablement tout le contraire qui est marqué dans les livres d'histoire, mais on va pas en parler maintenant parce qu'on n'a pas le temps. Ça sera peut-être une prochaine, interview, on verra. En tout cas, Thierry, je te remercie vraiment beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un petit mot de la fin? Merci à vous. Moi, merci à toi, en tout cas, Alice, de donner cette opportunité parce qu'on développe de plus en plus maintenant sur les chaînes, même les chaînes publiques, tout ça, ça commence à venir, la presse, tout ça, ça va déborder très vite. Je voulais simplement dire, en conclusion, que si, comme le thème, c'était la souveraineté, le- nous devons savoir simplement incarner cette souveraineté. Et c'est pas à toi que je vais dire ça parce que tu as su le faire. Incarner cette souveraineté et quand on a l'assurance que c'est vrai. Si nous savons qu'en tant que Savoisiens, nous sommes Savoisiens et pas Savoyards, parce que Savoyard, ça veut dire brouette à merde, hein, brouette à foin. D'accord. Ça a été donné par la France dans les années 60, comme on a fait avec les Cathares, on les a appelés les Cathares, alors c'était des bogomiles. Enfin, un cathare, c'est un rhume. Hein, d'accord. Donc en fait, là, nous devons simplement dire, même pas revendiquer. Il ne s'agit même pas de désobéir, il s'agit simplement d'affirmer et de se révolter. La révolte est juste au niveau légal. Là, quand elle est justifiée, évidemment, la désobéissance, c'est plus controversé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mmh. Nous, ici, De ne il plus s'agit d'affirmer. consentir, Ne de ne plus plus consentir, je consentir. pense que c'est très, très bien. C'est-à-dire, je ne consens pas, Mmh, vous êtes un policier, vous me mettez une amende, vous n'avez rien à mettre. C'est comme si en France, il y avait un policier allemand qui vient verbaliser des Français. On va dire, mmh, mais attendez, vous êtes en Allemagne, je ne suis pas en Allemagne, je suis en France, mmh, donc vous n'avez rien à me dire. Mais là, c'est pareil. Les policiers français, au nom de la République française, n'ont rien à nous dire, à rien. Et nous, quand on va au tribunal, on déploie le drapeau de Savoie, on a tout ça sur les photos, on déploie le drapeau de Savoie, on dit au juge, vous n'avez rien à dire, on est chez nous,
Mais vous usurpez un tribunal, le tribunal nous appartient. Et qu'est-ce que font les juges, Alice? Rien, parce qu'ils le savent. Donc, ils Tu nous laissent m'étonnes. faire et ils nous laissent déployer le drapeau et tout ça. Ils n'appellent même pas les gardes ni la police, rien, parce qu'ils savent qu'ils ont tort. Mais les citoyens de Savoie, comme ils ne le savent pas, ben, ils se font avoir avec des usurpateurs. Donc, il faut savoir dire non et l'incarner. Je suis savoisien, je dis non. Et si j'étais français ou italien ou américain, peu importe, c'est la même chose. La souveraineté, elle est spirituelle. Moi, je suis les lois divines et je ne suis pas des lois iniques du monde de l'ombre. Voilà, moi, je vis dans la lumière. J'accepte la lumière et je défends mes enfants pour qu'ils aillent vers la lumière. Ouais. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre collectivement au niveau de l'humanité et au niveau de la planète. C'est vraiment une période d'éveil. C'est vrai que c'est à la fois, c'est paradoxal parce qu'on descend très bas, on va vraiment toucher toutes nos ombres, mais à la fois au niveau personnel et au niveau collectif. Tout ça pour mieux s'éveiller à notre vraie nature de lumière. Thierry, je Alors, te remercie. dans quelques jours, rien qu'une chose, j'ai oublié, dans Oui, quelques jours, cette semaine, la semaine prochaine, va être déposé en page d'accueil le préambule de la Constitution de Savoie. Je pense que vous pourrez aller la lire, il y a une dizaine de pages. Vous allez vous dire, voilà, enfin, c'est ça la Savoie, j'en veux. Et la Savoie doit être un mmh, exemple, par exemple, pour la santé, pour le droit, etc. La santé, l'Académie de médecine qu'on va mettre sur pied, ce sera toutes les médecines du monde et la médecine chimique, waouh! les laboratoires Enf pharmaceutiques, ils vont être là, le pourcentage qu'il leur faut, mais là, on va faire venir des Tibétains, des Péruviens, des Africains, etc. Et le médecin qui sortira de l'Académie de Savoie, il aura une connaissance éclectique de toute la médecine. Ce sera un vrai médecin. Et là, on doit être un exemple. La Savoie sera un exemple. Les autres pays vont dire, mais pourquoi pas nous? c'est la naissance de la nouvelle terre. Ouais, c'est une Ouais, Savoie de la nouvelle terre, c'est magnifique. Savoie, c'est sa voix, c'est la sienne à lui. C'est un pays chrétien, la Savoie, pas catholique. Rien à faire avec ça. Le Vatican, il se débrouille. Christique. Christique, c'est un pays Mmh, christique. Et ouais, le christique, c'est notre cœur, c'est la voix du mmh, cœur. Et la croix de la Savoie, c'est la voix du cœur. C'est la croix du waouh! cœur. Voilà. Merci, je te remercie beaucoup et puis, ben, à suivre. Merci Thierry. Merci à toi aussi. À très bientôt, en tout cas. Je te remercie. Au revoir.